Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie Un Point un Trait, la librairie de Lodève, située au 6 bis, boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 mars et c'est un beau jour pour se poser des questions. J'ai le plaisir d'accueillir Marika Brett. Vous êtes déjà venue à Lodève pour une représentation à la médiathèque de Lodève par le théâtre K, des textes de Charb, lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Vous êtes chargée de transmission de la mémoire de Charb. Oui. Vous êtes membre du comité laïque République et lauréate 2007 du prix national Laïcité et République, et aussi responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo. Oui. C'est écrit au dos du livre, c'est facile. Pour rien vous cacher, je vais vous couper parce que j'y tiens. Je travaille dans un journal qui s'appelle Clara Magazine, Femmes solidaires, parce que je travaille à Charlie Hebdo, mais aussi à Clara Magazine, qui est un magazine qui fait un peu l'état des lieux de ce qui se passe pour les femmes ici en France et dans le monde. Merci de ces précisions. Alors, pour rien vous cacher, j'imaginais des RH plutôt dans les entreprises du CAC 40, mais en y réfléchissant, de l'humanité, il y en a chez Charlie. De la ressource, il en faut aussi pour avoir pu continuer après ce 7 janvier 2015. Et j'imagine que la responsabilité est plus que de rigueur lorsqu'il s'agit de défendre une valeur aussi fondamentale que celle de la laïcité. Vient de paraître aux éditions Erol le livre que vous avez écrit en collaboration avec Claude Harid et Nadège Hubert, Qui veut tuer la laïcité ? Dans le livre, vous inscrivez l'émergence de la laïcité dès la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Quelles ont été les étapes, en fait, pour construire la laïcité en France ? Alors, je vais juste compléter votre propos sur les auteurs du livre parce que c'est important pour moi. C'est effectivement avec Claude Harid et Nadège Hubert qui sont deux journalistes enquêteurs de Charlie. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un dessinateur et une dessinatrice, Alice et Biche, qui sont la jeune génération de dessinateurs Charlie. Puisque vous avez parlé de ressources humaines et dans les ressources humaines, une question qui a été posée et qui était terrifiante en 2015, 5 grands, immenses talents dessinateurs de presse français qui disparaissent. Nous, c'est un tiers du journal dans les colonnes qui disparaissent et c'est surtout aussi la question de qui va transmettre et donner envie à la jeune génération de dessinateurs de venir à Charlie Hebdo sans avoir peur et avec les engagements d'un journal comme celui de Charlie Hebdo. Sur ce livre, je réponds après, non, mais très bien. Sur ce livre, j'aurais pu évidemment très aisément inscrire des dessins de Charme, de Cabu, de Wolinski, d'Honoré ou de Tinius, puisque on connaît leurs engagements sur ce sujet, sur la laïcité, sur la liberté d'expression. Mais j'ai voulu donner la parole et plutôt la plume à ces deux jeunes gens. Alice et Biche ont une vingtaine d'années chacun. Nous ont rejoint à Charlie il y a 1 an et demi, 2 ans, pas plus. C'est-à-dire que c'est vraiment cette génération qui a décidé très clairement de relever le défi, de relever la plume et de dire on est là. Et quand je leur ai dit voilà, on prévoit un livre, je prévois un livre pour les 5 ans du journal, qui sera axé sur la laïcité parce que sur les 5 ans, médiatiquement, je me doutais qu'on allait beaucoup parler de liberté d'expression et c'est tant mieux. Plus on en parle, mieux c'est. Mais je me doutais aussi que, comme d'habitude, le sujet laïcité allait passer un peu à la trappe. Il y a des raisons qui l'expliquent, mais je m'en doutais. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et quand je leur ai proposé de prendre la plume pour ce livre, ils ont été tous les deux extrêmement enthousiastes en disant oui, on s'engage et oui, on est là et oui, sur ces thèmes-là, on y va. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, il y a effectivement plusieurs pages consacrées à des illustrations et on reconnaît bien effectivement l'ambiance ou la patte Charlie Hebdo sur ce thème-là.
Et donc, pour répondre à votre question et sur la première partie de ce livre, la première partie, elle considère deux choses. Elle considère l'histoire de la laïcité qu'on connaît peu et qu'on oublie un peu souvent, de rappeler que la laïcité a mis fin à 35 ans de boucherie, de guerre civile entre les catholiques et les protestants. Ça mériterait plus d'analyse, mais en tout cas, c'est bien ce qui s'est passé. Et pourquoi rappeler... Dans les années 1500... Exactement. Et pourquoi rappeler ça? C'est pourquoi rappeler l'histoire de la laïcité. D'abord parce que les rédacteurs de cette loi... 1905. C'est un cheminement qui a amené les rédacteurs à rédiger cette loi, et ils ont été extrêmement intelligents en écrivant ce qu'ils ont écrit sur la laïcité, c'est-à-dire donner le choix. Il ne s'agit aucunement, et la laïcité, je l'ai entendu mais tellement de fois, c'est d'une définition absolument erronée, mais jusqu'au président de la République. Alors qu'est-ce que vous voulez, quand même le président se trompe, c'est embêtant. Effectivement, on en parlera un petit peu après sur le contenu actuel. Sur ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire cette liberté de conscience et non pas la liberté religieuse. Parce que la première inclut la seconde, l'inverse n'est pas vrai. Et donc raconter l'histoire, c'est à la fois de dire ce qui a permis la laïcité, ce que la loi 1905 encadre, mais c'est surtout expliquer que la laïcité, en réalité, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit que j'appelle, moi, l'émancipation. C'est-à-dire l'émancipation de l'esprit qui dit je ne suis plus dépendant, je peux vivre sans Dieu, je peux vivre avec, tout comme je peux vivre sans Dieu. Et c'est ça, cette première partie du livre, qui pour moi est importante, c'est-à-dire de dire, oui, c'est la loi 1905, bien sûr, mais avant la loi 1905, il y a l'histoire et il y a le cheminement qui a abouti à cette idée de la laïcité et qui a abouti à cette autonomie de pensée. C'est vrai que vous rappelez aussi l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, que je ne connais pas par cœur malheureusement. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est déjà en 1789. Après, vous rappelez aussi l'évolution, donc 1792, qui est effectivement la laïcisation de l'état civil, effectivement. Et puis, évidemment, 1882, avec l'apport de Jules Ferry au niveau de l'école. Et qu'on oublie effectivement un peu... il a fallu défaire ce lien imposé avec Dieu dans le mariage, dans toutes les cérémonies, dans les enterrements, etc. C'est-à-dire comment défaire ce lien avec Dieu qui était présent absolument partout, tout en n'excluant pas ce lien avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que, évidemment, que la République ne reconnaît aucun culte, c'est très juste, mais elle n'en exclut aucun non plus. Et ça, je le dis parce que on voit cette tendance aujourd'hui, cette tendance qui ne vient pas de n'importe où, évidemment, qui nous explique qu'il y a un empêchement d'exercice du culte. Non, il n'y a pas d'empêchement. Effectivement, l'article 1er de la loi de 1905 dit bien « La République assure la liberté de conscience », mais elle garantit le libre exercice des cultes. Absolument. Sous les seules restrictions, évidemment, édictées de l'intérêt de l'ordre public à chaque fois. Et c'est justement l'intérêt de l'ordre public, ces mots sont importants. Voilà. Ces mots sont importants dans cet article parce que l'intérêt de l'ordre public, c'est l'intérêt de nous toutes et nous tous. C'est ce qui nous réunit. Et y a-t-il pour vous aujourd'hui une évolution dans la société qui fait dire que la laïcité n'est pas comprise comme étant une liberté de conscience, que vous disiez tout à l'heure, mais la non-liberté religieuse? Il y a un peu cette crainte. D'où vient pour vous cette évolution dans le discours? Alors, la première évolution, j'allais dire, c'est le constat qu'on a pu faire... et pourtant les alertes étaient lancées en 2015, hein, avant 2015, c'est moins qu'on puisse dire, sur le fait qu'on n'a pas enseigné la laïcité.
il a quand même fallu attendre février 2015 pour qu'une charte de la charte de la laïcité soit affichée dans les écoles. C'est ça aussi, la confusion, les amalgames, la méconnaissance totale, c'est qu'on ne l'a pas enseigné. Or, c'est la première des choses à faire, c'est d'enseigner ce qu'est la laïcité. Et ça a été le constat douloureux. Vous savez, en 2015, en janvier et en février 2015 notamment, on a reçu des milliers de lettres. On les a toutes lues, et quel constat terrible de recevoir tant de courriers d'enseignants qui avaient fait ce qu'ils pouvaient dans leur classe, hein, qui s'étaient adressés à leurs élèves pour essayer de leur expliquer ce qui s'était passé le 7 janvier 2015, mais qui nous disaient aussi on est démunis, on manque de ressources pédagogiques, on ne nous a jamais aidés à parler de ces sujets. Alors forcément, arrive le 7 janvier 2015, là on est en face de nous des élèves, il faut leur parler, il faut leur expliquer, et on n'a pas les ressources. C'est quand même pourquoi avoir attendu 2015, et surtout pourquoi avoir attendu le 7, le 8 et le 9 janvier, parce que les trois vont ensemble. Je parle du 7, mais j'aime à rappeler 7, 8 et 9 janvier. Justement, pour continuer, pour essayer d'expliquer ce qu'est la laïcité, pouvez-vous nous présenter justement l'intérêt d'un État qui ne reconnaît aucune religion, d'un État qui, au contraire, dit et promeut la reconnaissance de toute religion? Quelle est la différence fondamentale entre les deux? La première des réponses, c'est ce que permet notre démocratie. Liberté, égalité, fraternité. La laïcité, c'est ça, c'est la liberté de conscience, c'est l'égalité entre les croyants et les non-croyants, et c'est la fraternité, c'est-à-dire cette solidarité qui se fiche bien de savoir si vous pratiquez un culte ou si vous ne le pratiquez pas. Donc, tant qu'on aura... Moi, j'étais pour, à un moment, effectivement, liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'on rajoute laïcité en réalité, parce que c'est ces quatre mots, et en fait, en réalité, c'est que ces quatre directions qui font que nous sommes dans cette démocratie, là, précisément, perfectible, évidemment perfectible, et il faut qu'elle le soit. C'est une recherche constante, la démocratie, d'amélioration, mais qui fait que quand vous n'êtes plus sur ce chemin-là, eh ben, c'est pas très compliqué, vous êtes dans une théocratie. Vous êtes dans une imposition de pensée, et une imposition de pensée religieuse. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et quand on n'est pas dans une théocratie directe, et ça, on le voit, vous êtes dans ces pays qui ont décidé ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, qui ont décidé qu'il fallait négocier autour de pratiques religieuses, d'un mode de vie religieux, d'une façon de s'habiller religieuse, d'un mode alimentaire religieux. Je pense par exemple évidemment à l'Angleterre, et on en parle dans le livre, où il y a des tribunaux islamiques pour les femmes en réalité, j'aurais plutôt tendance à dire contre, plutôt que de dire pour d'ailleurs, pour régler les affaires familiales, civiles et familiales, où là, quand un homme veut divorcer, il suffit en gros qu'il le dise 3 fois, et c'est bon, il est divorcé, alors qu'une femme, c'est quasiment impossible, et on lui demande X choses, et elle est montrée du doigt, etc. etc. Donc, j'aime pas ce mot de laïcité à la française, parce que la laïcité est une liberté. Et qu'est-ce que ça veut dire une liberté à la française? Donc j'aime pas qu'on accole le mot à la française à laïcité, mais en tout cas, il faut que notre laïcité, son histoire et cette loi 1905 s'exporte effectivement partout dans le monde. Alors pour rester dans l'actualité française, l'actualité de Babilou à Mila, de quelle façon cela nous interroge-t-il sur notre conception justement de la laïcité? Alors il y a des points communs, bien sûr, entre la crèche
l'affaire de la crèche Babylou et Mila. C'était plutôt le trait d'union entre les deux. Sachant que Mila, c'est pire que tout. C'est vraiment pire que tout. Alors le point commun, il y a ça, mais il y a un peu d'autres affaires effectivement dont on parle le livre, c'est la lâcheté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les républicains ne sont plus capables d'affirmer leurs valeurs communément, ensemble, fortement, sans oui, mais, ce qui est quelque chose qu'on connaît sur la liberté d'expression à Charny, le oui, mais, très très bien. Quand on n'est plus capable d'affirmer d'une seule voix nos valeurs républicaines, eh ben, elles sont fragilisées. Et elles sont fragilisées par ceux qui ont envie de les détruire, bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui est terrible, ça ouvre un boulevard formidable à l'extrême droite. À partir du moment où le terrain n'est plus occupé par les républicains, faisons confiance à tous extrémistes de tout poil pour l'occuper à notre place. Et c'est ça qui est terrible. Sur l'affaire Mila, vraiment, ça a accumulé les hypocrisies, la lâcheté, les mensonges. Il y a eu tout en un seul, j'allais dire, en quelques jours, en plus. Mais vraiment en quelques jours. Une adolescente de 16 ans qui est menacée de mort, d'appel au viol, qui est obligée de se cacher, qui est déscolarisée, pour avoir dit, certes, sur un ton vif, très bien. Nous, on le reconnaît, ce ton-là, Charlie, vous vous en doutez, en tout cas, il ne nous choque pas. Il peut choquer, mais comme un dessin du journal peut choquer, c'est ça la liberté, qui n'a jamais prononcé le mot musulman dans ses propos. Elle parle d'une religion, de l'islam, etc. Vous avez des gens en face qui vous expliquent que on ne peut pas la soutenir, c'est un peu compliqué. Des féministes qui tremblent en disant oui, mais alors soutenir Mila tout en parlant de liberté d'expression, c'est pas si simple. Pardon. Une jeune femme, une jeune adolescente, qu'est-ce qu'il y a de pas simple? Enfin, tout a été cumulé sur l'affaire Mila. Et en fait, ce que ça dit de la crèche Babylou jusqu'à l'affaire Mila et jusqu'à la prochaine, j'ai envie de vous dire, c'est que justement, ces affaires ne vont pas s'arrêter tant qu'on ne sera pas capable non seulement d'avoir cette attitude républicaine, je dis nous, toutes et tous, mais tant aussi que l'État ne sera pas capable d'avoir un discours absolument très clair sur le sujet. Monsieur Macron nous avait promis un grand discours sur la laïcité pendant sa campagne présidentielle. On l'attend toujours. Ce discours était prévu le 7 décembre 2017 pour l'anniversaire de la loi. Patatras, Johnny nous quitte, faut filer à la Madeleine. Et voilà, on n'a jamais eu ce discours. Et maintenant, on a ces propos où on va se tortiller pour dire... Est-ce qu'il faut dire communautarisme ou est-ce qu'il faut dire séparatisme? Ok, bon, au-delà des mots, quelle mesure, M. Macron? Justement, là, le ministre de l'Intérieur, j'ai lu ça ce matin, et consulte à nouveau depuis février, semble-t-il, les représentants religieux et laïcs pour, semble-t-il, préparer une modification de la loi de 1905 dont le thème semble être le financement. Quelles craintes, ou peut-être avancées, peuvent susciter ce projet de modification de loi, si cela peut-il éventuellement être nécessaire? L'escalade. L'escalade, la surenchère. Cette loi et l'esprit de la laïcité dit tout, en réalité. Il suffit de l'appliquer avec, évidemment, si je le dis, mais je le redis, avec l'éducation qui va avec, l'instruction qui va avec. À partir du moment où vous décidez vous acceptez, en tout cas, des accommodements pour une religion, alors d'abord pas n'importe quelle religion, l'islam. Déjà, moi, la première réaction quand j'entends ça, je me dis qu'on prend vraiment les musulmans pour des cons. Je me dis que nous avons ici en France, des milliers et des milliers de musulmans qui savent parfaitement ce que c'est que la laïcité, mais parfaitement bien, qui ont parfaitement compris
qu'ici, c'est grâce à elles qu'ils pouvaient exercer leur culte librement, parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon, qui voudraient bien ne pas être embarqués en permanence dans ces polémiques qui n'en finissent pas. Donc je trouve qu'on les prend un peu pour des cons, c'est-à-dire pour dire finalement vous savez pas vous organiser, finalement vous savez pas former vos imams, finalement vous savez pas financer vos mosquées, etc., etc., etc. En réalité, le gouvernement est en retard comme d'habitude, pas celui-là comme les autres. D'abord parce que les mosquées elles sont déjà financées. Elles ont été financées par le Qatar, elles ont été financées par l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc il est grand temps de s'en inquiéter, mais effectivement, c'est déjà fait. C'est pas un hasard si le discours d'Emmanuel Macron, c'était à Mulhouse. À Mulhouse, qui a vu un projet qui a pas fini, mais en tout cas en construction, 40 000 mètres carrés. Alors il s'agit de la plus grande mosquée de France parce que c'est la folie des grandeurs. Mais c'est pas tellement le problème de construire une mosquée, moi c'est pas le souci, mais qu'est-ce qui va avec la mosquée? Les écoles coraniques, une école coranique, une piscine en non-mixité, un club de sport en non-mixité, une librairie avec quel type d'ouvrage en vente à l'intérieur, etc., etc., etc. C'est-à-dire un vase clos dans lequel on ne contrôlera strictement rien. Alors, on peut modifier la loi 1905, ils peuvent toujours s'amuser à modifier la loi 1905. Ça ne changera rien à, par exemple, cet exemple de Mulhouse. Et l'exemple de Mulhouse, il est valable à Mulhouse comme dans des tas d'autres villes, parce qu'en réalité, dans ces gens qui promeuvent l'islam, non pas comme un culte, mais comme un projet politique, parce que c'est bien ça le souci. Ça concerne des branches de l'islam, pas toutes les branches de l'islam, mais des branches de l'islam. On a eu la version djihadiste, qui est la version la plus barbare, mortifère et violente. On a la version salafiste, qui intellectuellement est extrêmement dangereuse, et qui promeut surtout et qui explique à ses fidèles que la République est mécréante et qui promeut un mode de vie dans lequel il faut s'extraire de notre vivre ensemble. C'est ça le problème. Et donc, en promouvant ça, c'est l'entre-soi, et c'est un entre-soi qui cultive par un certain nombre de prédicateurs, prêcheurs, la haine. C'est ça le problème. Donc c'est modifier la loi 1905 ne changera strictement rien à ce qui est le danger, à mon sens, et le danger, c'est ce que je viens de décrire. Alors pour lutter contre les attaques à la laïcité, en quoi les caricatures sont-ils indispensables dans une société démocratique? Les caricatures sont indispensables sur tous les sujets. C'est ce que j'ai envie de vous répondre. Et en réalité, les caricatures, le rôle de la caricature, en tout cas au journal, déjà je dis pas caricature, moi je dis dessin de presse. Parce que le dessin de presse, parce que les dessinateurs, dessinatrices, sont des journalistes. Parce que si on prend ce qu'est une caricature, en réalité c'est l'exagération du trait. Or, les dessins de Charlie vont bien au-delà de ça. Les dessins sont une opinion. Et c'est d'ailleurs très difficile, parfois, justement, de mettre une opinion en un dessin. Donc, le dessin de presse vient donner une opinion, parfois se sert d'ailleurs de deux actualités. Ça, c'est la réussite d'un dessin de presse aussi, c'est ça, c'est quand vous arrivez à prendre deux actualités différentes pour délivrer une seule et même opinion. Le dessin, c'est aussi sa marque de fabrique, c'est-à-dire sa lisibilité est immédiate, théoriquement sa compréhension aussi, théoriquement. Pas toujours le cas, effectivement. Et surtout l'image marque. C'est pas très juste par rapport au texte, mais l'image marque. Et ce que je veux dire par rapport à quand j'ai dit dans Charlie Hebdo, c'est que
on nous dit vous stigmatisez une communauté, etc., etc. Si vous lisez Charlie Hebdo, tout y est représenté. Les hommes, les femmes, même les enfants. Tout y est discuté, tout y est critiqué, tout y est moqué. Et j'aime beaucoup, il y a 2 formules qui m'ont été apprises par les fondateurs du journal. En réalité, c'est celle de Cavana, qui dit qu'un bon dessin de presse, c'est un coup de poing dans la gueule. Je suis assez d'accord, parce qu'une fois qu'on s'est arrêté devant un dessin, ou voire même une fois qu'on a éclaté de rire avec un dessin, ou une fois qu'on a été heurté par un dessin, c'est quoi l'intérêt derrière? C'est de réfléchir, c'est de dire et pourquoi je suis heurté, et pourquoi il me fait rire, et pourquoi. C'est ça, c'est la réflexion. Donc, et la deuxième personne que j'ai envie de citer dans ces fondateurs de ce journal, c'est GB, grand dessinateur et grand dessinateur poète, politique et poète, et qui parlait de faire un pas de côté. Et un dessin, ça permet de faire un pas de côté. Voilà. C'est-à-dire prendre du recul sur l'actualité. Bien sûr. Même si dans certains journaux ont décidé de supprimer les dessinateurs de presse. Mais, le New York Times. Par exemple. Pour finir sur une note peut-être un peu positive ou pas, à voir, vous citez en exemple à la fin du livre le Québec, avec la promulgation récente de la loi 21. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça vient changer dans les habitudes de ce gouvernement québécois? Alors, la loi L21, ce qui est intéressant, c'est que c'est la réflexion, toute la réflexion autour justement de la laïcité, autour de l'enseignement au Québec, du rôle des enseignants, et finalement aussi de tous les fonctionnaires, parce que ça les concerne en priorité. C'est ce qui est surtout intéressant, parce que l'application va être un tout petit peu compliquée, parce que ça concerne les nouveaux entrants et pas les précédents. Ce qui est un petit peu compliqué aussi dans cette loi, c'est que le débat a mêlé de façon un peu trop proche la question de la laïcité avec la question de l'immigration. Or, ce sont vraiment deux questions différentes et qui, à mon sens, il ne faut justement pas lier. C'est dangereux. Mais au-delà de ça, ça a permis un débat. Ça a permis un débat très vif, d'ailleurs, dans la société québécoise, où cette réflexion sur la laïcité s'est invitée dans les esprits au Québec, ce qui n'existait pas précédemment. Et je vous expliquais tout à l'heure que je n'aime pas le mot la laïcité à la française, parce que la laïcité est une liberté, et qu'une liberté, elle devrait en réalité ne pas être à la française, elle devrait être partout. Et c'est pour ça qu'on le relate dans le livre, c'est qu'à un moment, quand on s'empare du sujet, c'est ce que le Québec a fait, on aboutit à un chemin vers la liberté. C'est ça qui est intéressant. La particularité justement sur le Québec, c'est qu'ils étaient dans une approche où ils acceptaient tout, la religion, et avec la loi L21, ça apporte la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Et qui s'oppose au Canada, alors que les Canadiens, eux, ont une politique d'accommodement raisonnable. Comme toute l'Amérique du Nord, voilà. En règle générale, où ça va même au-delà, où ils ne font pas de différence entre une croyance au sens large, ce qui permet aussi les dérives sectaires que l'on connaît, avec certaines bien connues. Alors, sans vouloir révéler la fin du livre, mais qui a donc tué la laïcité ? Ils sont nombreux. Le livre est... Donc, on a parlé de la première partie qui explique ce que c'est. On a deux parties où on s'est adressé aux politiques, à diverses politiques. Donc, ancien président de la République, ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, personnalité responsable de partis, notamment socialistes, parce que pour rien vous cacher, on a une certaine colère vis-à-vis de la gauche, parce que la gauche ne s'est pas souciée de la laïcité protectrice. Or, la protection de chacune et chacun, et de façon
individuelle et de façon collective, c'était un thème de la gauche. Qu'en ont-ils fait ? Comment ça se traduit ? Je ne vais pas tout raconter, mais enfin, je suis quand même assez effarée quand nous interrogeons Samia Ghali, sénatrice socialiste. Alors, on m'a dit ex-socialiste, d'accord, ex-socialiste, mais qui nous explique que parce que des enfants se déscolarisent, les familles les déscolarisent de l'école de la République, on les perd un peu dans le radar républicain, j'ai envie de dire. Et ben, sa solution à cette socialiste, ex-socialiste, c'est de dire, dans ces cas-là, il faut reconnaître les écoles confessionnelles, il faut valider les écoles confessionnelles. Ben non, Samia Ghali, il faut promouvoir l'école de la République, parce que si, encore une fois, on fuit tous en courant à chaque fois, et ben évidemment... vous aurez des quartiers, dans tous les quartiers, bon là il s'agit de Marseille, mais ça pourrait être d'autres villes, vous aurez des écoles confessionnelles. Et puis on a enquêté sur la société civile. Vous avez parlé de la crèche Babylou, mais on s'était intéressé aussi à Grenoble, puisque c'est à Grenoble qu'est née la Polynique Burkini. Dans les piscines. Donc on est allé un peu enquêter du côté de Grenoble. On s'est intéressé à ce qui se passe dans la RATP. On a tenté en vain, mais vraiment beaucoup, mais en vain, d'interroger des syndicalistes qui ont tous refusé, sur le sujet, qui ont tous refusé de nous répondre. À la RATP, on s'est intéressé aussi à l'hôpital. Voir comment ça se passe à l'hôpital. Bref, qui veut tuer la laïcité ? La réponse est à la fois dans le chapitre des politiques et de ce que ça révèle de leur attitude, et là pour le coup on va être d'accord depuis 30 ans, mais aussi dans sa traduction dans la société civile, avec les affaires qu'on connaît et qui démontre que, quelque part, une forme de peur a pris le dessus. Et moi, voyez-vous, je travaille à Charlie, et l'argument de la peur, je ne peux pas l'accepter. Merci Marika Brett pour ces paroles. Je vous invite à lire et découvrir ce livre pour redonner un sens à la liberté de conscience et à ce que signifie la laïcité. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser une question à Marika, puisqu'elle est présente, pour venir compléter les propos qu'elle a tenus. Alors je ne sais pas effectivement si la question a été enregistrée, mais la question c'était, non mais c'est pas grave, c'était effectivement l'interrogation sur la laïcité à la française, en se posant la question de quid de ce qui se déroule dans d'autres pays européens, ou par exemple la Turquie, qui est dans sa texte constitutionnel une république laïque aussi. Ouf. Paraît-il. C'est dans les textes. Il faudra demander. Ouais, alors, il y a deux niveaux de réponse, effectivement, ni dans les textes, ni dans les têtes. Et quand c'est dans les textes, c'est certainement pas dans la réalité, c'est évident. Parler de la Turquie, je crois que là, c'est terrible. Mais c'est une bonne question parce qu'elle fait le lien avec autre chose. Il est quand même frappant de constater que, effectivement, là où, en Europe et ailleurs, où il n'y a pas de laïcité ni d'esprit de la laïcité, il n'y a pas non plus de liberté d'expression telle que nous l'entendons, nous. Vous venez de citer l'exemple de la Turquie. Combien de journalistes... non, mais voilà, je pense à eux parce que je pense à nos confrères dessinateurs en Turquie. C'est bien connu, la liberté de la presse de la Turquie. Qui subissent beaucoup. Ouais. Il y en a de moins en moins, mais parce que c'est de plus en plus difficile. Et je pense à eux parce que notamment, je pense à ceux qui ont pris position, les dessinateurs turcs qui ont pris position après le 7 janvier 2015 et qui, pour une majorité d'entre eux, sont encore aujourd'hui en prison. Voilà, je fais juste un petit
un petit aparté, mais ouais, j'ai une grande pensée pour eux. Et effectivement, pour dire la laïcité à la française, mais est-ce qu'on va dire la liberté d'expression à la française? C'est ça aussi le problème. La laïcité étant bien la séparation de l'État et du religieux, et cette particularité Oui, de liberté de conscience. Et puis c'est, si vous voulez, quand on dit... c'est ça aussi, c'est-à-dire que on parle... Moi, je veux bien qu'on parle des cultes, et bon, moi, je dis toujours laïque en premier, parce que j'ai pas envie de dire autre chose, mais laïque et athée, donc... Effectivement, je comprends très bien qu'on puisse être... Enfin, d'ailleurs, il y a tas de gens qui sont laïcs et musulmans, laïcs et catholiques, laïcs, etc. C'est juste que la difficulté quand on aborde ces sujets-là, c'est la définition qu'on met autour du mot religion. C'est-à-dire que tant qu'il s'agit d'une recherche spirituelle X, Y, W, Z, enfin peu importe, moi ça me pose aucun problème, mais quand on... derrière le mot religion, ou ce qui va avec le mot religion, c'est une organisation sociale et politique d'un groupe de personnes qui croient, ça ne me va plus du tout. C'est tout le problème. Merci, c'est précis. Merci pour vos réponses. Merci à Olaïc34 pour nous avoir aidés à organiser cette rencontre. Ah oui, d'ailleurs, puisque j'ai le petit... j'ai vu le petit programme de Olaïc34 et je vais vous dire ma réaction, c'est que je suis contente de voir des programmes comme ça sur l'État parce que on nous demande souvent à nous, à Charlie, je comprends qu'on nous pose la question, mais on nous demande souvent à nous, à Charlie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais non. Alors, nous aider, c'est super gentil, mais déjà, on a repris notre vie en main, on avance, on a repris ce journal tel que nous l'ont appris des Cabu, des Wolinski, des Cavana, etc. Mais à chaque fois, j'ai envie de dire, et vous? Et bien, quand je vois ça, je me dis, et ben voilà, c'est et vous. Et donc, merci. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement de ces rencontres et tout particulièrement à Anne pour la technique et son enthousiasme. Merci à Nathan qui fera le montage vidéo de la rencontre. Et vous pouvez retrouver cette rencontre et ainsi que les précédentes sur le site de la librairie www.1.attrait.fr. Merci et à bientôt.